ça qui me rend heureux, c'est ça qui fait que j'ai du bonheur dans la vie du quotidien, c'est de parcourir ces endroits de nature et ça m'émerveille et en comprenant un peu dans le monde dans lequel on vit, nos façons de nous comporter dans la société, avec, beaucoup d'achats compulsifs et dans la société de consommation, de se déplacer à droite à gauche en avion. J'ai compris les ordres de grandeur, je me suis formé à la fresque du climat et j'ai vu que l'aviation c'était dramatique quoi et j'étais plus du tout à l'aise avec le fait de détériorer un environnement qui me procure du bonheur. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. L'Ultra Trail du Mont Blanc. Ce statut d'épreuve mythique repose sur une alchimie unique que seule elle parvient à réunir. Son format, son cadre naturel, l'engouement qu'elle suscite et le niveau général du peloton de départ. Les coureurs et coureuses s'élancent majoritairement sur le mythique sentier du Tour du Mont Blanc, une boucle gigantesque de 170 km tracée autour du plus haut sommet d'Europe et qui rallie trois pays frontaliers, la France, l'Italie et la Suisse. Des sentiers pittoresques et des vues à en couper le souffle, comme pour rappeler à ces sportifs de l'extrême que la nature les domine. Pourtant, certains voient dans cette course le symbole du sport business et regrettent les conséquences de ces milliers d'athlètes et de spectateurs venus du monde entier sur les écosystèmes de cette montagne. Xavier Thévenard est de ceux qui ont tenté l'aventure et en est revenu victorieux à 3 reprises. Pourtant, il y a quelques années, il a été l'un des premiers à élever sa voix pour parler des impacts des nombreux déplacements des athlètes aux 4 coins du monde. Avec conviction et humilité, il nous parle de comment il tente aujourd'hui de concilier sport de haut niveau et conscience écologique. Salut Xavier, Salut comment Léa. tu vas? Super, merci, ça va super bien. Trop bien. Alors là, on est dans un contexte un peu particulier parce qu'on se trouve un petit peu dans les coulisses du Vox, le cinéma à Strasbourg. Tu es exceptionnellement là parce que le film Notre Ère est projeté ce soir et tu participes, tu apparais dans ce film-là. Oui. Notre Ère, c'est un film qui parle de l'engagement de 12 athlètes qui vont utiliser des capteurs qui ont été mis au point par l'association Atmo pour mesurer la qualité de l'air et sensibiliser à la pollution atmosphérique. Alors on va revenir là-dessus si on a le temps, mais est-ce que tout d'abord je peux te laisser te présenter de Oui, la bien manière sûr. dont tu le souhaites? Bah, voilà, aujourd'hui j'ai j'ai 37 ans, donc je m'appelle Xavier Thévenard. Je suis natif, des montagnes du Jura, je vis encore dans le Jura, bien sûr. Et j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc je me suis formé dans les métiers du bois en tant que charpentier menuisier. Je suis aussi éducateur sportif dans les activités de plein air et j'ai aussi mon brevet d'état de ski nordique, donc je suis moniteur de ski de fond. Et donc le sport, ça m'a suivi depuis toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai pratiqué aussi à haut niveau en ultra trail. J'ai eu quelques résultats à la clé, notamment sur le Tour du Mont Blanc, l'ultra trail du Mont Blanc qui est assez reconnu à l'échelle internationale. Donc je l'ai remporté 3 fois en 2013, en 2015 et en 2018. Et voilà, donc aujourd'hui j'organise des stages de trail, des stages de ski de fond, et puis aussi bah, je suis moniteur permanent tout l'hiver en tant que moniteur de ski de fond. Et puis j'essaye de m'impliquer dans la cause écologique parce que bah, on peut pas passer à côté de cette crise. En tout cas, il faut donner un peu de temps si on peut, et puis de la parole sur cette thématique qui est un sujet sensible et important pour l'avenir, quoi. Mm. Impressionnant et je dois dire, je te l'ai dit juste avant off, mais je suis vraiment, très contente de te recevoir à mon micro. La deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est, pourquoi tu cours? Pourquoi je cours? Bah, en fait, j'ai toujours couru depuis étant gamin, mais c'était quelque part la course à pied ou les sports d'endurance, que ce soit le ski de fond ou la course à pied, c'était quelque part un refuge où je pouvais un peu m'isoler, puis être dans mes pensées, et puis être avec la liberté de mes chemins, de mes pensées, etc. Je pratique souvent le sport seul. J'aime bien aussi collectivement, mais seul, bah voilà, on a la liberté de plein de choses, de l'endroit où on veut aller, des pensées, on n'est pas obligé d'être dans une discussion, etc. Donc
Je pratique parce que c'est toutes ces notions-là que j'aime bien, la contemplation des beaux paysages aussi, dans ces univers de nature, de montagne et voilà, je m'y sens bien quand je pratique du sport. On est bien, on est posé ensuite après et on peut passer une excellente journée. Mmh. Je suis tout à fait d'accord, je fais pas mal de trail aussi, alors moins dans des courses organisées, mais je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. C'est comme ça que je me sens aussi quand je cours. Hem, la toute première fois, je te disais avant que quand j'ai découvert ton nom, c'était en ouvrant un livre qui s'appelle Les Grands Trails Ah oui. et en fait, là, c'est la première fois où j'ai vu ton nom et j'ai vu ton image. Mmh. Mais en fait, la toute première fois, j'ai fait le lien après, que j'ai entendu parler de toi, c'était il y a quelques années, c'était mon père qui m'avait dit qu'il avait entendu à la radio qu'il y avait un grand nom du trail, français, qui avait décidé d'arrêter de prendre l'avion, à cause enfin, pour ses convictions, écologiques. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Bah, en fait, j'ai toujours été, bah, sensible à ce milieu naturel parce qu'en fait et là où on vivait étant gamin, bah, on est entouré de nature donc on s'amuse, dans la forêt à faire des cabanes dans les bois et puis on est bien dans cet univers-là et puis on comprend aussi plus tard que, bah, tous ces écosystèmes, ils sont fragiles et puis, que l'homme, il a un impact dessus et pourquoi l'homme aurait plus la place que d'autres espèces. Et puis, en fait, je vois bien au travers du sport, moi j'aime bien contempler les paysages comme beaucoup d'autres, mais je me dis: «C'est ça qui me rend heureux, c'est ça qui fait que j'ai du bonheur dans la vie du quotidien, c'est de parcourir ces endroits de nature» et ça m'émerveille et en comprenant un peu dans le monde dans lequel on vit, nos façons de nous comporter dans la société, avec, beaucoup d'achats compulsifs et dans la société de consommation, de se déplacer à droite à gauche en avion. J'ai compris les ordres de grandeur, je me suis formé à la fresque du climat et j'ai vu que l'aviation c'était dramatique quoi et j'étais plus du tout à l'aise avec le fait de détériorer un environnement qui me procure du bonheur. Donc je devais mettre du sens dans ma pratique et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Ça me regarde que moi, ça me concerne que moi, mais je voulais arrêter de prendre l'avion parce que c'était plus possible, pour ma conscience, pour mes valeurs, mes convictions et puis du coup, bah, dès que j'ai pris cette décision, j'étais plus serein avec moi-même. Voilà. Ouais, en Mmh. en cohérence avec, tes valeurs Exactement, en finalement. cohérence, voilà. Et tu déjà participé à des courses, des ultra trails qui sont pas, en France? Enfin, t'avais déjà, Oui, pris oui, la bien sûr, hein, je suis loin d'être exemplaire, hein, puis de toute façon, à partir du moment où on vit dans ce monde, même si on essaye de tendre vers les accords de Paris comme il faudrait qu'on le fasse, à être à 2 tonnes de CO2 par an par personne, bah, voilà, on peut pas être irréprochable dans ce monde, effectivement. mondialisé et donc bah, moi, où j'ai un bilan carbone qui est désastreux pendant toutes ces années où j'ai pris l'avion, hein, mais j'avais pas conscience de ces ordres de grandeur et l'effet, dévastateur que pouvait avoir l'aviation. Je pense que j'aurais eu écho de tout ça bien avant. À mon avis, j'y serais pas allé. Parce que trop Oui. mal à l'aise, quoi. Ouais, carrément, mais c'est Mmh. peut-être aussi enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais c'est une question que je pose. Peut-être que c'est aussi, tous les paysages que tu as parcourus ailleurs qu'en France et qui sont aussi, très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Peut-être que c'est toute cette beauté aussi qui t'a donné envie de enfin, «ce Ouais. sacrifice» entre guillemets, mais c'en est pas un puisque, tu te comprends aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, mais en fait, là, je vois, la chance qu'on a. Moi, je vis dans le Jura, les paysages sont magnifiques, on est encerclé de nature, à proximité de la maison, à 2 heures, ne serait-ce qu'en voiture, je suis dans les Alpes et puis, en fait, là, Ouais, c'est en fou. termes de diversité de paysages, c'est incroyable. Avant d'avoir fait toutes les vallées alpines, bah, une vie ne suffit pas. Donc en En fait, on a effet. une diversité, on n'arrivera jamais à tout faire et puis en fait, on peut s'épanouir sans pour autant, avoir un impact monstrueux en se déplaçant, dans les 4 coins du monde en avion, hein. Et à chaque fois, c'est ce que je me suis fait comme réflexion. Quand j'étais à l'étranger, quand j'étais au Chili, quand j'étais au Japon, quand j'étais aux États-Unis, bah, effectivement, les paysages sont incroyables et on a nulle part ailleurs, ces paysages-là. Mais le constat à la fin, bah, quand on y reste, plusieurs semaines, voire un mois et ben, j'étais tellement content de rentrer à la maison Mmh. et puis je me dis: «Bah, je m'y sens bien, je suis OK, je suis chez moi et puis, pour rien au monde, je vivrai ailleurs, quoi» et puis, en fait, bah, on se rend compte que quand on est attaché à son environnement, ses paysages, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'autre bout de la planète? Bah, c'est une bonne question, j'en sais rien et quand je vois comment fonctionnait,
nos anciens dans le temps, bah, ils avaient pas la possibilité de prendre l'avion parce que de toute façon ça existait pas et pourtant est-ce qu'ils étaient malheureux? Bah, je pense pas Mmh. et en fait si nos anciens, ils arrivaient à faire ça, parce que de toute façon ils avaient pas le choix, on n'est pas si différents de nos anciens, donc on devrait savoir le faire quoi, en Oui, fait. c'est ça. Moi, ça me fait rire ce que tu dis parce que je pense à mon grand-père qui est né en 1931. Du coup, il a toujours vécu, bah, là où j'ai grandi, donc dans un village, dans les Vosges du Nord et il a fait son service militaire dans les années 50 à Versailles et quand il a dû aller à Versailles, il avait l'impression que c'était aller à l'autre bout du monde. Ouais, Parce que ça prenait du temps, bah, on oui. quittait pas, sa terre comme ça, donc Mmh. ouais, carrément et tu parles de ton chez toi. Avec, tous ces changements climatiques, est-ce que toi, tu as pu observer dans la nature qui t'entoure des choses qui ont changé? Ah bah, complètement parce que, nous dans le Jura, on est en moyenne montagne donc on est comme une terre, où il fait quand même assez froid l'hiver. On appelle la le Jura la petite Sibérie. On a les records de température négatifs, dans certains villages, notamment le village de Mout où il y a le record de température, encore aujourd'hui en France, qui s'est descendu vers -45 par là. Donc il a toujours fait froid, on a toujours eu beaucoup de neige et beaucoup moins aujourd'hui, donc ça c'est hyper visuel, sur les hivers avec des températures qui sont de plus en plus aléatoires, oscillantes. On peut passer de -20 encore cet hiver là où on a eu des fois -20 à +15, en à peine un jour, donc ça existait pas. C'était beaucoup plus linéaire au niveau de la température. Mmh. La neige, les préci en termes de précipitations, c'est quasi autant, mais par contre la limite pluie-neige, elle est beaucoup plus haute, donc beaucoup moins de neige et dès qu'il y a de la neige, bah, des fois ça peut radoucir et avoir, bah, un baisse du manteau neigeux et quand on regarde ne serait-ce que les photos d'antan, il y a 40 ans en arrière, les cumuls, c'était assez impressionnant à une altitude de 1 250 mètres dans le Jura et aujourd'hui, ben, si on arrive à faire un hiver de décembre à mars, c'est le grand max et là, juste pour donner, après une représentation, assez pertinente, c'est mon père, il est moniteur de ski de fond comme moi, et lui, il me disait que ses contrats en tant que moniteur de ski de fond dans des centres de vacances allaient à l'époque du 15 novembre au 15 avril sur, une altitude de 1 000 mètres dans le Jura et aujourd'hui, franchement, si on arrive à passer Noël, c'est incroyable. Ouais. Déjà, si la neige est avant Noël et sinon, si on fait, allez, décembre, janvier, février, mars, c'est exceptionnel, quoi. Voilà, donc ça déjà et après, en termes d'impact du réchauffement sur nos forêts, là, c'est aussi, Mmh. incroyable, quoi. Il y a des arbres qui sèchent sur pied. Il y a eu une grosse sécheresse en 2022, qui a fait un gros stress Mmh. hydrique avec, une invasion du scolyte, donc c'est une petite mouche qui vient poncer l'arbre ses œufs dans l'écorce de l'arbre. La larve se développe, elle empêche la montée de sève, de l'arbre, donc lui, il sèche sur pied et là, ce scolyte avant, il y en a toujours eu en fait, mais là, il y a une propagation énorme parce que comme les températures sont, plus élevées et il y a moins de périodes de grand froid, donc ça les tue pas et stress hydrique du fait des sécheresses et là, quand on regarde tous nos épicéas sur le massif du Jura, ils sont en train de crever, quoi et ça fait froid dans le dos, quoi et donc derrière, ce qui risque, c'est aussi les feux de forêt, parce que ça devient un brasier, c'est tout sec et ça, des feux de forêt dans le Jura, jamais c'était pensable un jour, jamais on serait dit qu'il pourrait avoir des feux de forêt dans le Jura, parce que c'est réputé pour être humide et frais. On en a eu en 2022. Moi, je me souviens, on était à table, un soir d'été, il y avait des cendres qui nous tombaient sur la tête. C'était à 15 kilomètres à vol d'oiseau et ouais, ça fait froid dans le dos. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi?» Ouais, c'est Mmh. effrayant de Ouais, se ouais. dire que tout ça, ça concerne pas seulement les forêts dans le sud de la France, en Italie ou en Espagne, Mmh. même chez nous, quoi. Exactement et puis surtout que dans le Jura, bah, les pompiers, ils sont pas du tout formés pour ça parce Mmh. que, jamais on serait dit ça donc il y a tout à revoir au niveau de la formation aussi et sur une échelle à très court terme parce que, voilà, on sait très bien vers quoi on va se diriger quand on regarde les rapports du GIEC et cetera donc il va falloir s'adapter mais s'adapter hyper rapidement aussi. Il y a une autre chose, alors je suis plus sûre, mais je crois que je regardais il y a pas longtemps une de tes interviews où tu parlais, de la maladie de Lyme, Ouais, aussi. puisque c'est quelque chose, que tu as contracté, si on Mmh. peut le dire comme ça et si je me trompe pas, tu disais qu'il y a de plus en plus de tiques et que ça, c'est également dû au dérèglement climatique? Bah, complètement, ouais, complètement parce que, bah, pareil que le scolyte,
la tique, s'il fait froid, des grandes périodes de froid, il y a il y en a quelques-unes qui y restent et puis, il y a moins de prolifération. Mmh. Il y a aussi, peut-être une histoire en termes de biodiversité, peut-être moins d'espèces d'oiseaux, moins d'oiseaux, en termes de population. La tique venait se mettre, sur les oiseaux ou les renards. On dit que le renard, c'est un animal qui est nuisible, mais on a tout intérêt à préserver, le renard, par exemple, pour que les tiques évitent d'aller sur nous. Bref, c'est plein de Beaucoup choses à d'autres revoir. espèces. Exactement. En termes de biodiversité, effondrement de la biodiversité, bah, ça c'est bien connu. Et puis réchauffement des températures, donc prolifération de tiques. J'ai toujours vécu vraiment dans le Jura. Je me suis toujours roulé dans l'herbe depuis le plus jeune âge et jusqu'à mes 15 ans, j'ai jamais eu de tic, quoi. C'est après 15 ans et puis, en tout cas, où c'est largement démontré qu'il y a une prolifération de tiques, du fait de la hausse des températures et puis de l'effondrement de la biodiversité. Donc Mmh. effectivement, ça va nous impacter nous aussi. Ouais, j'avoue que j'en ai tout le temps aussi quand je pars courir, quand j'étais petite, c'était bon un truc, bon, faites attention aux tiques. Mmh. Là, c'est un réflexe quand je rentre tout de suite, en fait, je prends direct la pince et je vais m'enlever ce que j'ai, sur le corps, quoi. Hem, je voudrais revenir sur autre chose. Moi, comme je te le disais, en fait, j'ai préparé un petit peu, cet entretien et j'ai regardé des interviews et j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut se sentir parfois en décalage avec, la société qui, je te cite, «cultive le conformisme et la loi du moindre effort». Quels sont les comportements ou les choses que tu observes qui te poussent à dire ça ou à penser ça? Est-ce que tu Hem as vraiment dit ça? Bah, ouais, Tu mais peux le dire? en fait, on est tout le temps en train on peut pas nier ça, on est toujours à la recherche de toujours plus de confort, et en fait, on voit que quelque part le confort, ça nous tue, quoi, et d'être dans des choses qui sont pas trop connues, on arrive à finalement à s'adapter, à se repousser dans nos retranchements et c'est en fait l'inconfort, il est hyper, favorable pour nous parce que ça nous permet de nous développer, de nous surpasser et en fait, bah, quand on fait du trail, de l'ultra trail, on peut pas dire qu'on est dans le confort. Il y a souvent des moments où c'est compliqué, même quand on fait de l'entraînement, c'est pas hyper, fun tout le temps. Mais quand on arrive à s'adapter à l'effort justement, et qu'on en prend goût, quand on a le goût de l'effort et ben, en fait, on arrive après dans la vie de tous les jours à sortir de toute, situation un peu compliquée parce qu'on a vécu un peu on connaît, c'est notre quotidien, on vit un peu, au travers de l'effort physique, des choses qui peuvent être pas simples et puis des fois, ben, on arrive à se dépatouiller dans la vie de tous les jours parce qu'on rencontre tous des difficultés et c'est pour ça que trop de confort, bah, ça nous met dans une posture qui est, pas forcément favorable. Quand on se sédentarise trop, alors qu'on est quand même on est des bipèdes, on est fait pour se déplacer, se bouger, fournir des efforts, on est fait pour ça, quoi. Et c'est pour ça que j'ai certainement dit ça, que le confort quelque part ça nous nuit, quoi. Il faut pas trop de confort, il faut trouver un équilibre effectivement, Carrément. mais trop, ben, voilà, dans la société, pour résumer, il y a jamais eu autant de burn-out, mais on n'a jamais autant baigné dans le confort. Donc il y a peut-être, quelque chose à revoir à ce niveau-là, quoi. L'inconfort est inconfortable. L'inconfort est inconfortable, ouais. Et ouais et je rappelle parce que là, on est un peu dans notre bulle de personnes, qui bon, qui font du trail et toi, tu es quand Mmh. même, voilà, hors pair dans ta discipline, mais tu parlais du fait que, on n'est pas dans notre confort quand on fait de l'ultra trail. Je rappelle que, l'ultra trail du Mont Blanc que tu as remporté à 3 reprises, c'est quand même, du 160 kilomètres, 170. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, pour, remettre un peu les choses en perspective. Dernière question parce que nous sommes attendus, enfin surtout toi, pour la fin de cette projection. Si tu avais cette capacité de parler au monde entier et ce qui est pas trop possible, même si les réseaux sociaux, ça se rapproche un petit peu de ça. Toi, c'est quoi la chose qui t'anime le plus et même si, les gens t'écoutent enfin ne te suivraient pas derrière, qu'est-ce que tu as envie de dire, je sais pas si demain tu as des enfants, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde, en fait?
soyez curieux, rapprochez-vous de la nature. Être curieux de ce que nous apporte la nature, parce qu'en fait, on vit grâce à la nature. Si on a un air, qui est respirable, qui est de bonne qualité, bah, ça va nous bonifier. On peut pas vivre sans la nature et être curieux de comprendre cet écosystème pour, ensuite prendre des bonnes décisions, dans son quotidien, individuellement ou collectivement. Je pense que c'est la base et en fait, on s'éloigne, de cette nature, bah, au travers de nos villes urbanisées, mais encore, c'est même des gens, qui vivent en ville, ils peuvent être très sensibles, mais il y a un décalage où on nous apprend pas assez ce milieu-là, heu et je pense que même ouais, d'avoir de la sensibilité dans ce milieu-là de la nature, c'est ce qui nous fait vivre et il faut vraiment qu'on se rapproche de ça pour que le monde soit meilleur demain, quoi. Et est-ce que tu penses, là ça me vient à l'esprit, en t'entendant parler, est-ce que tu penses finalement que être sportif de haut niveau, c'est conciliable avec, avec la volonté de vouloir protéger le vivant? Est-ce que c'est possible en fait, ça va ensemble ou est-ce qu'il faut forcément faire, des choix? Bah, non, mais c'est une très bonne question. En fait, c'est comment on pratique le sport de haut niveau. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, il s'est professionnalisé. On a des contrats, parce qu'il y a un intérêt pour la discipline, donc plus de marketing, donc plus de consommation qui participe, à la société de consommation et ça, on sait que c'est délétère pour l'environnement. Mais quand on regarde le sport de haut niveau, il y a ne serait-ce que 50 ans, 40 ans en arrière, tout le monde avait son job et c'était le passe-temps après, quoi, après le boulot, et ben, on allait faire un peu d'entraînement. Moi, je vois mes beaux-parents, mon beau-père, toute sa famille, c'est un des oncles à ma compagne qui était lui en équipe de France de ski de fond, et puis il bossait à la ferme tout le temps, et puis il s'entraînait dès qu'il pouvait, et puis il faisait quand même du sport de haut niveau avec un job, et je pense que ce sport de haut niveau était certainement moins délétère que ce que l'on fait aujourd'hui avec toujours plus gros, plus loin, etc. Et en fait, il faut retrouver un équilibre, mettre des barrières, mais pour l'intérêt de tous. Il faut que ça soit cadré, réglementé mais à un moment donné, ben, c'est pareil, la performance ou le sport de haut niveau, il faudra que ça soit, cadré parce que d'avoir des performances, mais si on a un bilan carbone qui est hyper important, désastreux, est-ce que c'est encore, juste? Est-ce que c'est encore souhaitable? Bah, en fait, non, il faut que ça soit réglementé pour qu'on se mette des limites, parce que si on se met pas de limites, en fait, on court à notre perte, tout simplement. Donc il faut, à un moment, comme aujourd'hui il y a le salaire minimum, bah, il faut un salaire maximum où il faut des règles dans la société pour l'intérêt de tous, pour le bon fonctionnement de la société, que ce soit dans la pratique du sport de haut niveau, mais dans toute chose, en fait, dans les Mmh. déplacements, en avion. À mon avis, il va falloir passer par là, quoi. Ouais. Et en fait, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, un petit peu paradoxal dans le trail ou dans tous ces sports un petit peu dans la nature, Mmh. puisque forcément quand on aime, le trail, quand on aime faire du ski alpin par exemple, Ouais, on aime être connecté à la nature et en même temps, en participant à ces grandes courses, en fait, quand on est des milliers sur un sentier, en fait, on va forcément le dégrader ou perturber la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'observe et je me dis: «Bah, c'est dommage parce qu'on est tous des passionnés de la nature, quoi». ouais, Mais ouais, c'est intéressant et puis il y a aussi ce truc de performance, c'est la performance, c'est toujours aller, enfin, aller plus loin et en même temps, on vit dans un monde, fini avec, des ressources planétaires qui sont finies et comme notre corps a ses propres limites. Donc il y a plein de choses comme ça, paradoxales ouais, et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut mettre des limites, des ouais, 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 c'est sûr que c'est un vaste sujet, la performance, mais, là où je je dirais un peu différemment en fait, dans l'ultra trail, la démarche, elle est quand même un peu différente, je trouve, que dans d'autres disciplines parce que ce qu'on vient chercher dans l'ultra trail, c'est plutôt, bah, se connaître un peu plus soi-même, c'est un peu une introspection. Bah, voilà, il y a un parcours donné, on a envie de faire le moins de temps possible. C'est plutôt une compète contre soi-même plutôt qu'être contre les autres. C'est un mouvement où on est aussi avec beaucoup, de personnes parce qu'il y a des spectateurs, il y a mmh, une bonne ambiance et ça, c'est top. Mais je veux dire, on vient c'est moins axé sur la compétition et le résultat pur. Bah, peut-être qu'il y en a qui fonctionnent avec ce moteur-là,
moi, dans ma pratique de l'ultra trail, je me suis jamais dit: «Un jour, je gagnerai l'UTMB». C'est jamais été un Mmh. objectif en soi. Le but, c'était de faire le parcours le plus vite possible avec mes sensations, avec mes moyens du moment et comment je fais pour avoir le plus de plaisir possible. Donc ça va passer par la gestion des allures, bien s'hydrater, bien s'alimenter et puis en appliquant cette manière de faire, d'être, en lien, en contemplant les paysages et tout aussi, j'ai réussi à remporter 3 fois l'UTMB, mais jamais je me serais dit un jour que je ferais, du sport, en fait, on va dire à haut niveau avec, des contrats à la clé. Le but, c'était, de me faire plaisir en montagne parce que j'adore l'effort de la course à pied, j'adore les paysages, la symbiose des 2 elle est magique et en fait, après, il y a eu des propositions de marques, donc j'ai juste eu à dire oui ou non. Pour le coup, j'ai accepté les collaborations, mais moi j'ai jamais eu ce souhait, vraiment d'être un jour sportif de niveau. Je suis passionné Bien par sûr, le sport et ça m'a amené jusqu'ici, c'est donc ça, ouais. voilà. Après, Ouais, c'était pas comme un phare de réussir tout ouais, ça, en fait, mmh, et mais ouais, c'est sûr que, là aujourd'hui, ouais, la performance est vraiment quelque chose à réfléchir en fait, vers quoi on veut aller et cetera. Il y a certainement des cadres à mettre aussi pour pas que ça soit trop impactant, pour nous tous en fait. Mmh. ouais, carrément, et j'espère qu'il y a des voix, comme la tienne qui vont davantage, s'élever pour parler de tout ça. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais c'est quand même, voilà, des sportifs de haut niveau, qui s'engagent, il y en a beaucoup. Mais j'ai l'impression que cette voix-là, elle mérite d'être, encore plus, portée et soutenue parce que c'est important, et les changements climatiques, le dérèglement climatique, avance, très rapidement, donc voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr qu'il faut réfléchir parce que là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si on peut pratiquer une activité physique, de plein air, faire des compétitions, se préparer, c'est aussi parce qu'on a du temps libre. C'est parce que ça c'est rendu grâce aux énergies fossiles qui nous libèrent du temps parce que, le boulot de l'homme a été remplacé par les machines qui, elles, tournent aux énergies fossiles. On sait que demain, la production de pétrole, c'est 2 fois moins pour les producteurs de pétrole d'ici 25 ans. Comment sera notre monde avec, 18-20 fois moins de pétrole en France parce que nous on produit pas de pétrole, heu et je pense que quelle aura la place du sport, dans une société avec un réchauffement climatique à plus de degrés, avec moins d'énergie fossile? Je suis pas sûr que ce qu'on est en train de vivre actuellement avec ces grands événements sportifs, la possibilité de se déplacer en avion à droite à gauche, de faire des grands rassemblements, il sera complètement chamboulé. Je dis pas qu'il n'existera plus, mais je pense qu'il sera Bien complètement sûr. différent de ce qu'on est en train de vivre et tout ce qu'on est en train de faire là, ça sera plus possible, ça sera fait différemment. Peut-être qu'on se déplacera plus en moyen Mmh. doux, peut-être que ça sera plus limité, mais le sport c'est pas forcément la priorité. Ce qui est la priorité, c'est pouvoir se loger correctement, se nourrir correctement, se soigner correctement, de faire, vie, collective et du coup, ça, c'est la priorité et demain, il va falloir d'abord maintenir cet écosystème-là plutôt que de vouloir faire un sport individuel à tout prix, Mmh. voilà. Donc c'est difficile de voir vraiment ce qui va se passer, mais on sait que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça sera clairement différent, dans peu de temps, quoi. Ouais, c'est tout simplement l'adaptation. On n'a pas le choix, Exactement. ça arrive vite. Alors, j'aurais plein d'autres questions à te poser, Xavier, mais je ferai ça en off. Ouais, On est bientôt attendu, mais en tout cas, je te remercie non, pour merci à cet toi. échange voilà, qui est très intéressant, et je suis sûre que ça va parler à énormément de gens. J'aime beaucoup communiquer de plus en plus sur, mon compte Insta, sur le trail, donc il y a des gens, je pense, qui vont se reconnaître, et qui vont attendre, avec, grand plaisir cet épisode. En tout cas, Bon, merci, chouette. et Merci à toi je te dis à bientôt. et à bientôt alors. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify, ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte Léa-RTAG et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais également remercier ma précieuse monteuse Héloïse Delcé pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi.
Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens.